Mais on ne dit jamais rien dans ce théâtre, mais absolument rien. Je sais pas comment ça marche, comment se couple, comment... Dis-moi, écoute, ça fait à peu près 1 heure que je suis dans la cave. J'essaye de sortir, je ne peux pas. Oui, je resté là, et maintenant je suis enfermé dans la cave, mais c'est incroyable, la porte n'ouvre pas. Ah, alors, vous avez installé un nouveau système de sécurité. Mais c'est magnifique. Ah, mais... Oh, mais... Alors, à 9h du soir, clic-clac, toutes les portes du théâtre se ferment automatiquement. À 9h pile, clic. Ah, mais c'est génial. Et dis-moi, c'est qui a inventé ce magnifique système de sécurité? Et c'est qui a eu l'idée de l'installer dans mon théâtre? L'administration. J'adore ce mot, Sèvres. Tu sais par qué j'adore ce mot? Parce que quand quelqu'un te dit l'administration, ça veut dire que personne ne se fait responsable. Voilà, ça que ça veut dire l'administration. Donc qu'est-ce que je dois faire alors pour sortir d'ici? Un code. Et c'est quel le code? Et je fais où le code? Comment je ne peux pas? Ah, il faut le faire de l'extérieur. Génial, félicitations. Alors tu envoies quelqu'un de la compagnie, tout de suite, à me sortir d'ici. Maximum, minimum, combien minimum? 1 heure. Et le maximum, combien? Écoute, mais vous êtes où? Dans sa représentation à 50 km d'ici. Écoute-moi, Sèvres. Vous êtes des irresponsables. La dernière fois que j'ai... Ah merde, ça a coupé la connerie. Vous êtes bien sur le répondeur de Sèvres. Je ne suis pas disponible pour l'instant. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Mais laissez tout seul ici. Enfermé. Oh, comme un petit canard. Comme un petit canard avec la grippe aviaire. No había nadie en aquella casa. Yo estaba invitado y entré. Me había invitado un rumor, un peregrino sin presencia. La casa estaba vacía y me miraban con desdén los agujeros de la alfombra. C'est un vieux souvenir. Pablo Neruda. Mais qui êtes-vous? Et que vous avez le droit d'être là à cette heure? Pour où êtes-vous entré? Alors il y a un couloir secret. Ça veut dire qu'on peut sortir si vous êtes entré. Il n'y a pas de couloir secret, non? Mais vous n'êtes pas entré quand même comme pour un tour de magie. Un tour de magie, oui, en quelque sorte. Qui êtes-vous? Je suis la veuve. La veuve de qui? La veuve? Vous devriez savoir mieux que moi. Non, je ne vous connais pas, madame. Disons la veuve d'un mari disparu, d'un homme qu'on a effacé et qui n'est jamais revenu. Je suis un personnage d'une pièce que vous avez écrite il y a plus de 20 ans, La nuit suspendue. Mais dans la nuit suspendue, il n'y avait pas de veuve, madame. Il y en avait une, vous ne vous souvenez pas? Non, je crois que vous vous êtes trompée, madame. Oh, ça me fait de la peine, mais je ne vous en veux pas. Je sais que vous êtes un homme très occupé et que vous avez tellement à faire. J'étais pourtant la protagoniste d'une belle histoire. Une belle histoire qui a été éliminée quelques jours avant la première. Pourquoi? Pour des problèmes de rythme, des histoires de cohérence, disait le metteur en scène.
Et l'auteur? Non, lui, l'auteur, il m'aimait beaucoup. Je comptais pour lui. Alors depuis, je vis ici, dans cette cave, à l'intérieur de ce carton. À l'intérieur de ce carton? Oui. Mais ça ne doit pas être un vitraillé, hein? Non, c'est vrai. Mais vous savez, je ne suis pas la seule. Il y en a d'autres, plein d'autres dans ma situation. Et dès que l'on entend des rumeurs, dès que l'on pressent que l'auteur va écrire une nouvelle pièce, nous sortons, nous nous présentons à nouveau, avec l'espoir que cette fois sera la bonne. Piantello! Pardon? Et je crois que ce n'est pas une si mauvaise idée d'écrire une pièce avec des personnages oubliés. Vous le pensez vraiment? Ce serait formidable, ce serait magique. Il y en a tellement des personnages oubliés dans cette cave. Vous en avez là-bas dans ce carton. Vous en avez d'autres ici aussi dans ce carton-là. Et également dans tous les cartons, là, près de l'armoire. Mais là, ce sont des personnages sans nom. Ce ne sont que des textes. Ne m'intéresse pas pour le moment les textes. Seulement les personnages m'intéressent. Et voilà. Ah, oui, ça. Vous prenez cela seulement? Oui, parce que si je prends trop de personnages, je me perds. Non, pas là. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais le ranger dans cette armoire. Mais vous ne vous souvenez pas? Votre ami habite toujours dans l'armoire. Pedro habite encore là. Oui. C'est étrange, n'est-ce pas? Il vit avec nous, bien qu'il appartienne à la réalité, lui. Il est sympathique. Il nous remonte toujours le moral. Il nous dit « Ne vous inquiétez pas, le Créateur n'oublie jamais ses créatures. Bientôt, il y aura des rôles pour vous tous, des rôles bien répartis. Personne ne sera lésé. Des rôles splendides qui vous feront accéder à la lumière. » Pedro passe des heures à lire des textes qu'il sort des cartons. Et quand il croit que personne ne le voit, il se met à jouer, là, au milieu de tous ces trésors oubliés. Il a dû subir une énorme déception pour en arriver à vivre dans une armoire. Vous ne trouvez pas? Est-ce que vous savez quel est le motif de sa peine? Non, il ne m'intéresse pas les savoir. C'est un grand ami. Dans tous les moments difficiles, on était ensemble. Eh bien, donnez-lui le rôle de l'ami dans le prochain spectacle. Ça lui fera tellement plaisir. Il n'y aura au monde un comédien meilleur que lui pour faire le rôle de l'ami. Vous vous souvenez du docteur Montparnasse? C'est un autre personnage oublié. Bien sûr que oui. Et de quelle pièce? Ça, je ne sais pas. Mais il est furieux contre vous. Il dit que s'il n'a pas de rôle dans la prochaine pièce, il va parler avec l'administration du théâtre. Et il va se venger de vous, de telle manière que vous ne l'oublierez jamais. Moi, je n'ai pas peur. Hein? Qui est cette belle femme-là? Elle, c'est pas un personnage, c'est une actrice. C'est ma tante Anita. On a fait du cinéma ensemble. Une femme extraordinaire, et formidable. Elle est morte, un chagrin d'amour. Elle ne supportait pas ni la mensonge, ni la trahison. Comme j'aurais aimé vivre cette histoire. Si un jour vous l'utilisez dans une pièce, pensez à moi. Je serai tante Anita. Oh oui, pourquoi pas. Sont qui ces femmes-là? C'est le cœur. Mais quel cœur! Le cœur? Vous vous rappelez? Vous aviez commencé à écrire une tragédie grecque. Ah bon? Oui. Et vous ne l'avez jamais finie. Venez. Or, justement, aujourd'hui, c'est le jour de la tragédie. Le jour de la tragédie? Aujourd'hui, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre déjà! Mais la première, il a lieu dans 2 jours. Et on a besoin encore de beaucoup de répétitions. Mais oui, il n'y a pas un seul instant à perdre. Toutes les 3, nous allons vous aider à raconter l'histoire. Allons-y,
Commençons. Au centre de la grande ville, les explosions, la fumée qui s'élève des bâtiments, les passants qui fuient, incrédules, ahuris. Que se passe-t-il? Que nous arrive-t-il? Est-ce possible? Est-ce le jour de l'apocalypse? Une guerre s'est déclarée. Mais qui est l'ennemi? D'où viennent les coups? Et les murs, avec leurs trous, comme des orbites aux yeux arrachés. Fumée, affolement, cris, rues jonchées de débris. New genre, l'affrontement de tous jumelles. Mais non, enfin, Oscar, c'est l'autre 11 septembre. Le 11 septembre de Santiago du Chili. Le 11 septembre 1973, celui du coup d'État. Le 11 septembre de Nixon et de la CIA, de Kissinger et de Pinochet. Le 11 septembre de Salvador Allende. La Moneda en feu, les escadrilles avec leurs vols rasants, les murs qui sont secoués et les lustres qui bougent. Dans mon pays, on est habitué au tremblement de terre. Ah non, mais là, ce sont des bombes, des vrais, et des camions qui apparaissent tout à coup au détour d'une rue. Et la course affolée d'une femme au milieu des chars, avec un enfant dans les bras. La propagande anticommuniste nous avait prédit des tanks russos en face de la moneda. Et pourtant sont des tanks chiliens qui encerclent le palais présidentiel de 4 côtés. Puis les arrestations. Des milliers de civils à la pointe des fusils. Des coups de crosse dans le dos, les coups de botte dans les tibias. Vous voulez encore résister, bande de gauchistes de merde? Mais c'est fini la foire, c'est fini le bordel. Tu vas voir, nous on va les dresser, tous ces chiens de marxistes. Alors, c'est un tas de jambes, de bras, d'épaules, de têtes. Rien que des corps entremêlés, sans identité. Des corps foulés aux pieds par les soldats. Le soldat, lui, se délecte de ce tapis humain. Il marche dessus. Il est le nouveau roi. Il est le maître de la vie et de la mort. Mais ce n'est qu'un prélude. Prélude aux caravanes. La caravane des camions de la mort, plein de cadavres que l'on déverse dans des fosses communes. La caravane des hélicoptères de la mort, d'où l'on jette les prisonniers dans la mer ou dans les volcans. Ça fait longtemps que vous voulez écrire une pièce sur ce jour où tout a changé, et sur Salvador Allende. Oui. Les images d'un cauchemar. Pour en finir avec le cauchemar. Alors, pourquoi attendre? Oui. Pourquoi attendre? Maître de cérémonie, c'est à vous. Nous allons dans l'instant vous raconter l'histoire de l'homme qui du Chili devint la grande gloire, du héros sacrifié dont le destin tragique ouvrit au monde entier une voie magnifique. Salvador Allende, ce nom résonne en nous. Salvador Allende, ce nom résonne pour vous. Le 11 septembre 1973, un fait lamentable, dont les fruits empoisonnés, peur et tremblement, tristesse et déchirement, de leur venin ronge encore aujourd'hui le cœur des Chiliens. Mais avant, le 10 septembre, la veille du jour du destin, dans la soirée, une réunion chez moi avec une petite équipe de collaborateurs. L'essentiel, sauver la démocratie. On a travaillé jusqu'à très tard dans la nuit. Ils sont partis, j'étais fatigué mais je n'avais pas sommeil. J'ai pris un livre, impossible de me concentrer. J'ai essayé d'écrire, la feuille a resté blanche. J'ai pris un album de photos de famille. Je l'ai feuilleté, puis j'allais me coucher. Dans mon demi-sommeil, la sonnerie du téléphone. Quelqu'un répond. J'attends. On frappe à la porte de ma chambre. Je suis assis sur mon lit. Je demande, qu'est-ce qui se passe? On me répond, un appel urgent. 6 heures du matin. Président Allende, mon devoir est de vous informer que la marine se rassemble pour occuper les rues de Valparaíso. J'ai parti à mon bureau à téléphoner pour avoir plus d'informations. 6h15. Président Allende, c'est en vain que vous essayez de communiquer avec le commandement des forces armées. Je m'habille très vite.
À la cuisine, je me sers un café. Je décide d'aller au palais présidentiel. Je pense, c'est risqué d'avertir la police de mon déplacement, car si la situation est vraiment grave, je pourrais me faire arrêter en chemin. 6h30. Le président Allende part à la Moneda, conduit par un chauffeur et 2 gardes personnels. Son seul souci, arriver à la Moneda avant la marine. Les rues sont désertes. À l'arrivée au palais présidentiel, la garde est à son poste, c'est clair. Les carabiniers ne sont pas dans les coups et les militaires ont toujours dit qu'on respecterait la Constitution. J'appelle la maison, je tranquillise la famille. 7h. Le président s'installe dans le palais du gouvernement. Il appelle sa femme et lui demande de rester chez elle, de ne pas sortir. Il pense que c'est un lieu sûr. Il lui demande qu'elle fasse venir ses filles et ses petits-enfants et qu'ils attendent là tous tranquillement. 8h. Allende s'inquiète du sort de Augusto Pinochet. J'espère que le général Pinochet ne soit pas déjà en prison. C'est un légaliste, lui. Il va défendre la Constitution jusqu'au bout, comme l'a fait le général Prat le jour del Tancasso, la tentative de putsch du 29 juin dernier. Oui, l'armée est loyale, et les policiers aussi. En un éclair, j'ai compris. Ce n'est pas une action isolée. C'est un coup militaire bien organisé. Pour le contraire, il faut préparer la résistance, aller dans les couloirs, donner des ordres, passer des consignes, faire des blagues, maintenir jusqu'à la fin la sensation que tout ce qu'on a fait a un sens profond, une utilité pour l'avenir. Ne pas oublier que notre plus grande tâche a été de donner à les militaires de ces nations un vie plus digne. Les antennes de radio fidèles à la gauche se sont tues. Pourtant, j'ai besoin de parler aux citoyens. Il faut que le peuple sache que jusqu'au bout j'accomplirai mon devoir. En cet instant, ma vérité ou ma fable m'ont révélé que nul n'est à l'abri de la lâcheté et la trahison. Là, mon reflet sous une fenêtre entrouverte est terrifiant. Pourquoi mon ombre me suit-elle de ces manières étranges? Peut-être me suis-je transformé en un ombre, dans l'ombre d'un encerné absent. Ma véritable vocation était-elle d'être président? Là, il a comme un erreur. La tragique ironie du sort. J'aurais dû être moulin pour fabriquer la farine du pain de tous les jours. Et c'est pas tendre et tiède qu'on mange sans se presser. Grâce à Dieu, enfin, ils se sont décidés, ces PD militaires. Ouais, ils sont tellement bêtes, les pauvres. Mais au moins, ils savent à ça. Il faut reconnaître, parfois, ils sont utiles. Parce que nos sénateurs, eux, ils ne savent que blablater. Tous les jeudis soirs, à la télévision, ils ne font que ça. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et le vendredi, rien n'a changé. On continue à faire la queue au supermarché, comme le jeudi. Et ils te vendent ce qu'ils veulent. Alors moi, je vous demande, à quoi sert l'argent? Vous pouvez me le dire? Et regardez qui fait la queue maintenant. Regardez qui fait la queue dans les magasins. La racaille. Et d'où elle sort l'argent, la racaille? C'est l'argent que les pauvres nous ont volé. Même des Mapuches, des Indiens puants et noirs ont de quoi faire leurs courses dans les magasins du centre de Santiago. Les gens d'Allende ont volé les fonds, les fabriques, ils ont nationalisé le cuivre, le salpêtre, ils nous ont tout volé. Pour le donner aux pouilleux, à la racaille, aux bras cassés. Comme s'ils l'avaient mérité cet argent. Comme si ces misérables ignorants pouvaient apprécier ce qu'ils avaient acheté dans les magasins. Oh, alors là, oui, tous ces blindés dans la rue, tous ces avions militaires qui passent,
Ça oui, c'est une fête. On dirait une parade militaire. Oh, puis c'est qu'il y en a des armes au Chili. C'est un miracle de Dieu. Entendre la radio, minute après minute, qui te raconte comme si c'était un match de foot, le coup d'État. Vous avez entendu? Il paraît qu'ils ont offert à Allende un avion pour qu'il s'en aille avec toute sa famille. Vous vous rendez compte? Un avion pour qu'il voyage avec sa famille jusqu'au pays de son choix. Mais qu'est-ce qu'ils croient, ces crétins? Ils montent un coup d'État ou ils organisent une agence de tourisme? Une agence de tourisme. Le pire, vous savez quoi? C'est qu'Allende a dit non. Non, il ne veut pas partir. Il a dit qu'il préfère qu'on le tue. Vous avez entendu? Il préfère qu'on le tue. Ah, moi je dis que c'est de l'impertinence marxiste. C'est un blasphème contre la loi de Dieu. De toute façon, ce sont des athées et des avorteurs, les marxistes. Tiens, regarde la cocotte, tu vois? Ou là, le petit point vert qui dépasse. Oui, bon, ça c'est le Cerro San Cristobal. Maintenant, on regarde un petit peu plus sur la gauche là-bas, tu vois la fumée? Oui. Ça c'est la Moneda. C'est le bombardement qui a commencé. En descendant à mon bureau, je demande à un de mes collaborateurs de contacter Radio Magallanes, un des rares antennes qui transmettent encore. En attendant, je me suis surpris à observer sur mon bureau une photo. Une photo où je sors ravisé en marin, dans les bras de ma mère, à côté de mon père. Salvador Allende Castro, ce fut son père. Laura Gossen Uribe, ainsi s'appelait sa mère. Honneur aux auteurs des jours de Salvador, humbles habitants de la terre chilienne. Le premier, franc-maçon, radical et pompier. L'autre, catholique, apostolique et romaine. Fidèle sur tous ces points, chacun à leur grand-père. Il est né au Pérou, ce futur président. Une vie prodigieuse attendait cet enfant. Mais de blanc et de noir, la vie est revêtue. L'histoire avance masquée, porteuse de grands espoirs, de bonheurs et de paix, pour tous dès les grands soirs. Des théories dangereuses dissimulent la vie, des horreurs à venir, de l'espérance déçue. Dans le monde s'élèvent les odeurs de la guerre. De toutes parts arrivent des promesses sur la terre, de vivre tous égaux, tous unis comme frères. Mais hélas, triste vie, dure calamité. Son père, qu'il admirait, du monde s'est retiré. Comme un drapeau claquant, ses brûlantes couleurs. Comme un vaisseau naviguant, le vent et ses malheurs. Comme un drapeau claquant, ses brûlantes couleurs. Comme un vaisseau naviguant, le vent et ses malheurs. Vous lisez dans les coquillages? Vous savez, pour comprendre le langage des coquillages, il suffit d'avoir la foi. La foi est plus belle que Dieu. Regardez, là c'est le passé, là c'est le présent, là c'est le futur, et là l'inévitable. L'inévitable? Ah oui, l'inévitable. Vous savez, le futur, vous pouvez l'inventer, mais l'inévitable, personne ne peut le changer, même si on le connaît déjà. Il est passé. Le passé, c'est le début de toute histoire. Mais oui, bien sûr. Ben oui. Il ne faut jamais oublier le passé, parce que c'est une chose de production. Il est une fois que c'est passé, et après, on commence à passer. Notre commencement, c'est celui d'Allende. Regardez ce jeune homme commencer son voyage, embarqué dans la vie, fier de son héritage. Depuis Valparaiso jusqu'à Santiago, il fit ses premières armes dans le monde des bateaux. Il eut comme premier maître un des plus grands costauds. Anarchiste italien et cireur de chaussures. Qui lui a pris la vie et les choses les plus sûres. Buongiorno amici, buongiorno. Giuseppe! Oh, salut la fille. Oui, Giuseppe, c'est moi.
Je viens d'un petit port près de Napoli, mais j'ai refait ma vie ici à Valparaiso. Oh, ça m'amuse beaucoup, Valparaiso, avec tous ces funiculaires à bariolets qui grimpent les 48 collines. Ah. Mais l'Italie me manque. Oui, j'ai dû quitter mon pays, oui, je ne supportais pas tous ces fascistes de merde. Tu ne peux pas dialoguer avec les fascistes. Alors ça fait 20 ans que je suis là. Je tire de chaussures sur la place d'armes de Valparaiso. Et je connais bien le petit Salvatore. Hein. Il passe me voir presque tous les matins en allant à l'université. On s'est mis tous les deux. Je lui apprends la vie et les choses les plus sûres. Il lui a appris la vie et les choses les plus sûres. Ne pas se faire écraser par les grosses voitures, les patrons et l'État, donc avoir la peau dure. Seul, on peut avoir peur. Avec 100 000, on ose. Entre talons et pointe, il a appris des tas de choses. Grâce à lui, il devint un expert aux échecs. Ce jeu de stratégie qu'il n'oubliera jamais pour contrer les pédants et leur clouer le bec. Giuseppe. Oh, Salvatore! Ragazzo! Des confidences de cœur et de révolution, voilà ce que le jeune reçut comme leçon. Tu sais, ragazzo, la vie comme le monde tient dans une seule main. Là, on en a deux. Imagine tout ce que ça peut faire si on les met ensemble comme ça. Des milliers de vies et de mondes palpitant d'un seul cœur qu'on appellera justice, monsieur. Ça, c'est mal joué, Salvatore. Écoute, tu dois prendre ce jeu comme une façon de t'entraîner à la stratégie. Chaque fois que tu dois bouger un peu, tu dois imaginer 10 coups possibles. Hein? C'est comme quand tu penses à la bourgeoisie. Tu dois la haïr, la bourgeoisie. Hein? Dis-toi qu'elle possède 10 coups pour elle peut nous massacrer. Hein? Si tu ne penses pas qu'il est question de vie ou de mort, tu ne vas pas comprendre ce que ce jeu veut te révéler. Sans comprendre, je maintiens la partie. Ah, bien. Un révolutionnaire doit être responsable de ses actes, même s'il doit en perdre la vie. Bientôt échec et mat. Peut-être, mais on continue, hein. Oh, bien, bien. Un révolutionnaire sait qu'il ne faut jamais renoncer. Car il sait que tout échec est une étrange victoire. À toi. Oh, tu aimes prendre l'initiative, hein? Bien. Ouais. Ça, c'est mal joué, Salvatore, ça, c'est mal joué. Et arrête de dire que je fais tout mal. Oh, c'est une tactique, il faut déstabiliser la bourgeoisie. Mais je suis pas la bourgeoisie. Oh, je sais, mais c'est comme ça que je dois défendre pour maintenir le jeu, le rendre unique et passionnant. Alors c'est toi plutôt, le misérable bourgeois. Oh, je vois que le petit commence à comprendre la leçon, hein? Allez, joue, Giuseppe. Patience. Ça, c'est capital pour révolutionner la patience. Je me concentre. Pour attaquer la bourgeoisie, je me concentre. Je t'ai ramené le livre que tu m'avais prêté. Oh, ne me déconcentre pas, misérable bourgeois. En tout cas, il y a des parties dans le livre où je n'ai absolument rien compris. Les livres sont faits pour être lus, monsieur, pas pour être compris, capito? Bon. Alors, voilà la classe ouvrière qui débarque, ses frères de classe, les étudiants. Et les enseignants avec leur sentiment de classe victorieuse. Tu sais, Renas, moi je rêve d'un monde sans guerre. Mais vous, les Chiliens, que vous soyez d'origine indigène ou espagnole, vous avez toujours des hommes d'armes, de guerriers dans vos familles. Moi, je rêve de mères sœureuses qui voient grandir leurs bambines, les pains tous les jours dans leurs mains. Je n'ai jamais cessé d'avancer ainsi dans la vie, vers les pains, vers la paix, vers les pains pour tous. Et je vais continuer à avancer pour ouvrir les grandes avenues, rendre la terre plus douce et répartir une étoile à chaque nouveau-né. Échec et mat. Porca miseria! Miserabile borghese de merde! Autre partita! Ah non, je ne peux pas. Comment je ne peux pas? Non, j'ai un examen et je dois aller le préparer. Ah bah, la bourgeoisie, ça règle du combat alors! Non, c'est la révolution qui se retire parce qu'elle doit étudier. Demain, monsieur. Demain, ici, à la même heure, précise. Demain, je peux pas non plus, j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous avec Patricia.
Avec Patrizia la Bella. Patrizia la Bella. Attenzione, Salvatore, on ne marche pas seulement avec l'amour. Attention que je vous ai fait, on ne marche pas seulement avec la révolution. L'amour et la révolution vont tellement bien ensemble, c'est comme si c'était les ailes d'un même oiseau. Seul celui qui est capable d'aimer peut faire la révolution. Ciao Salvatore, notre sauveur. Ciao Giuseppe. Ciao ragazzo. Ciao. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Ciao, Giuseppe. Oh ciao le figlie, da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao signore. Où est-on du 11 septembre? Il est 9 heures L'heure de combat approche. et Allende fait sa première intervention de cette journée à la radio. Il s'adresse à la nation avec ces mots. C'est le président de la République qui vous parle, depuis le palais de la Moneda. Des informations confirmées signalent qu'un secteur de la marine aurait isolé Valparaiso et que cette ville serait occupée. Ce qui signifie qu'il y a un soulèvement contre le gouvernement, consacré par la loi et par la volonté des citoyens. Nous devons d'abord attendre la réaction, que j'espère positive, des soldats de la patrie, qui ont juré de défendre le régime établi. En tout cas, je me trouve en ce moment dans le palais présidentiel et je resterai ici pour défendre le gouvernement que je représente par la volonté du peuple. Et figurez-vous qu'il m'a dit qu'il n'a rien trouvé que ça ressemble à ce que j'avais perdu. Alors il m'a conseillé de le chercher dans le lieu où je l'avais vu pour la première fois. Et je crois que c'est ici, dans la cave, dans un de ces cartons. Mais lesquels? Avec tous ces cartons qu'il a, je ne sais même pas par où commencer. Vous savez, je commencerai pour les cartons de ce côté-là. Oh, putain, tu m'as fait peur! Peur pour si peu de choses. Reste trouvé. Oscar, de quoi est-ce que tu as peur des fantômes? Mais putain, Pedro, comment tu peux vivre autant de années enfermé dans cette armoire? Après tant d'années d'exil, on s'habitue à tout. N'en passe pas? Eh oui. Oscar, Oui. je suis venu te voir parce que l'autre jour, j'ai rencontré Gustavo Ramirez. Tu vois de qui je parle? Ah, mais oui. Ce Chilien qui travaillait à l'UNESCO, de gauche, mais de bonne famille. Oui, Et c'est lui qui m'a dit que tu travaillais autour d'un nouveau spectacle dont le sujet est Salvador Allende, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Important. Très important. Mais compliqué. Intéressant. Très intéressant. Mais compliqué. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'à mon avis, il vaut mieux ne pas dire sur Allende. Et si je te le dis, c'est justement pour t'éviter des malentendus avec la communauté chilienne. Et si j'ai le courage de te le dire, c'est parce qu'entre nous, cette longue et vieille amitié qui dure depuis des kilos d'années. Bien. Moi, à ta place, je ne dirais par exemple qu'il est né dans la ville de Tacna, qui appartenait au Pérou à cette époque. Sinon, il faudra parler de cette guerre dans laquelle le Chili envahit et prend possession d'un territoire qui ne leur appartenait pas. Et ça, que tu le dises aux Chiliens, ça ne va pas leur plaire. Encore une autre chose. Ne dis pas qu'il était franc-maçon. Non, on pense tout de suite à une secte. En plus, si tu en parles, il faudra parler aussi de Pinochet.
Parce que lui aussi fut initié maçon, même s'il n'a pas eu le même cheminement maçonnique que Knut Allende. Et pour mettre ça en clair, alors mon vieux, il te faudra des tonnes et des tonnes d'explications. Maintenant, ce que je veux te dire est sans importance, et je suis certain que jamais tu as pensé à parler de cela. Ne dis pas qu'il aimait s'entourer des belles femmes, non, cela ne sert à rien. Et tu m'écoutes? Ah ouais, Hein? oui, Non, oui. c'est inutile, c'est qu'on parlait de sa fantastique collection de cravates, ou son goût pour le bon vin ou le bon table. Attention, attention, maître. Les choses seraient complètement différentes si le thème de ton prochain spectacle était Pablo Neruda. Ah, Pablo Neruda eres la negra. Mais Neruda était un poète. C'est bien connu, on pardonne tout aux poètes. Mais Allende était un politique. Et ça, c'est une autre affaire. Alors il me reste plus grand chose à dire. Hein? Non, voyons, il y a Allende, le dirigeant, Allende, le meneur d'étudiants, Allende, le médecin, Allende, ministre de la Santé du premier gouvernement de la gauche, de 1938 avec le président Pedro Aguirre Cerda, Allende, le démocrate, Allende, l'homme d'État. Tu lis dans les coquillages, toi? Oui, et tu sais, depuis un moment, m'envoie un message que j'arrive pas à déchiffrer. La vie se passe en 2, En 4, en 8, en 16. du collège au lycée, puis l'université. Et le vieil anarchiste, pour Salvador se fait, un ami conseiller, un confident à l'aise. D'amour et de vie saine dans un corps toujours sain, université, fête et militaire service. Le port et Santiago, les amours, les délices. Salvador a plusieurs amies à l'université. Il y en a une qui s'appelle Patricia. Patricia habite Valparaiso. Tous les dimanches, après la messe, elle se retrouve avec Salvador. Patricia aime beaucoup Salvador, mais elle trouve qu'il parle beaucoup trop de politique. Salvador a une autre amie à l'université, c'est Etelvina. Etelvina est étudiante en journalisme. Etelvina a beaucoup d'estime pour Salvador, mais elle trouve qu'il ne parle pas assez de politique. Hola, Salvador. Hola. Patricia. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es dans la lune? Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ils sont bien fermés? Ok. Maintenant, tu imagines que le peuple soit le maître des ressources du pays. La situation est un petit peu compliquée parce que tu vois... Oh, mais tu es toujours en train de parler de politique. Ah, excuse-moi, mais c'est une obsession chez moi. Parce que le problème, c'est que la politique fait partie de la vie, et ça depuis la naissance. Parce que quand on rentre dans un système politique soit démocratique, soit monarchique, soit républicain, ou un mélange des systèmes moins démocratiques, plus républicains, plus dictatorial. Ah oui, bon. Comment vont tes études? Quelles études? Médecine, c'est bien ce que tu étudies, non? Ouais. Mon grand-père était médecin aussi. Médecin des pauvres. Ils étaient si pauvres, ces patients, que parfois mon grand-père, il leur passait même de l'argent pour qu'ils aillent acheter des médicaments. Et comme il soignait aussi les Indiens, il se faisait insulter par les propriétaires fonciers qui disaient « Mais pour qui il se prend, lui? Cet Allende de merde, allait soigner ces chiens de Mapuche. » Il était aussi sérénissime grand maître de la grande loge maçonnique du Chili. Tu sais, je pense qu'il faudrait créer une médecine sociale accessible pour les plus pauvres et une éducation gratuite pour tous. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Quelle heure est-il? Tu t'ennuies, c'est ça? Hein?
Excuse-moi, mais j'ai du mal à contrôler mes élans pour la justice. Oui, mais ce sont d'autres élans que j'aurais aimé que tu ne contrôles pas. Et lesquels? Je ne sais pas. Alors comme ça, on n'aime pas la politique. Non, mais peut-être cela me plairait davantage si les femmes avaient le droit de voter. Tu n'es pas d'accord? Si, c'est une cause nécessaire pour le bon fonctionnement d'une société libre et tolérante. Les femmes représentent la moitié des citoyens et je ne trouverai pas le repos sans que ce noble projet ne soit devenu une réalité. Non. Dans une démocratie, on doit être tous les deux d'accord, n'est-ce pas? Oui, mais pour le moment, les femmes n'ont pas le droit de vote. Ah, mais je ne suis pas d'accord. Serait-ce une rébellion? Oui, jusqu'à ce que nous, les femmes, nous obtenions le droit de vote. Je dois partir maintenant. On se voit demain? Oui, mais tu me promets que tu vas moins parler de politique. Ah, promis. Sauf si... Sauf si quoi? Sauf si demain, nous, les femmes, on a le droit de vote. C'est grâce au vote des femmes que je me ferai élire président de la République. Bon, à demain alors. Quel imbécile. Pourquoi je suis toujours en train de parler de politique? Comme s'il n'y avait pas d'autres sujets aussi intéressants comme la littérature, la peinture, les échecs aussi. Bon, à partir de maintenant, j'arrête de parler de politique et c'est décidé et ça arrange tout le monde. Oh là, Salvador! Patricia, Non, Sabrina mais non, et Delvina, mais quelle surprise! tu n'as pas cours. Non, j'ai fini les cours. Ah bon? Oui. Comment ça? Ben ça y est, j'ai passé tous mes examens et je suis médecin. Ah, c'est bizarre. Et qu'y a-t-il de bizarre? Ça ne se voit pas. Chez tous les autres médecins, on voit qu'ils sont médecins. Chez toi, non. Alors je suis une exception. Un médecin qui ne ressemble pas à un autre médecin. Et puisque tu as terminé tes études, que faisais-tu à l'université il y a 2 jours? Il y a 2 jours, il y avait un rassemblement d'étudiants. Et j'étais en train de faire de la Mais quand je te vois, Delvina, j'oublie la politique. T'as le temps pour écouter un petit poème? Non, je suis pressée. Dommage. Parce que c'est le poème d'un ami qui un jour sera un grand poète connu dans le monde entier. Et ça arrivera quand tu seras élu président de la République? Ouais. Président de la République. Président de la République, élu grâce au vote des femmes. Bon, je te le lis ce poème. Ah non, un autre jour, je suis pressée, je n'ai pas le temps. Bon, Salvador, quand repasses-tu à l'université? Vendredi prochain. Vendredi prochain, il y a une réunion. Mais j'y serai un petit peu plus tôt car j'ai une réunion d'amour. Hein? Et on peut savoir avec qui? Ben, avec toi, Delvina, toi, moi, sans intrus, ni témoin. Ah, merci. Et je préfère la réunion politique avec intrus et témoins. Mais, Delvina, si tu veux, je peux prendre un petit café et en même temps, allez. 9h30. Les blindés encerclent la Moneda et les carabiniers abandonnent le palais présidentiel. C'est à ce moment-là que le président Allende est informé de la trahison du général Pinochet. À 10h, il s'adresse à nouveau à la nation par la radio en disant « En ce moment, les avions passent et il est possible que nous soyons bombardés. Mais sachez que nous sommes là pour donner l'exemple, pour montrer que dans ce pays, il y a des hommes qui savent assumer leurs responsabilités. » Tu as déchiffré le message? Non, il n'y arrive pas. Je te trouve soucieux. C'est à cause de ton prochain spectacle? Non, je suis soucié pas pour le prochain spectacle. Je suis soucié parce que j'ai perdu 2 choses dans la cave. Dans un de ces cartons, j'ai vraiment besoin pour mon prochain spectacle. À propos de ton prochain spectacle, Oui, s'il te plaît, oui. ne parle pas des problèmes qu'Allende a eus avec les différentes collectivités de la gauche de l'époque. Le MIR, le MAPU, le PC et même le Parti Socialiste. Ce sera une énorme perte de temps, des discussions inutiles du genre « je pensais que je croyais que… » et on va plonger à nouveau dans l'obscurité abyssale la plus totale créée par le temps et l'espace.
Je demande seulement la lumière de bien vouloir m'éclairer. Je n'exige aucune explication à la nuit. C'est le poète qui a dit ça. Hein? Ah oui, je pensais que c'était toi. Alors, ce message, maestro. Non, il n'y arrive pas, je te dis que... Concentrez-vous, c'est le con. J'ai la tête ailleurs. J'ai perdu ces deux trucs, je dois trouver ces conneries, je te jure. Je te comprends parfaitement. C'est pourquoi que j'ai décidé de vivre dans cette armoire. Ah bon? Je ne perds rien, car je n'ai rien que je puisse perdre. J'ai décidé de m'enfermer dans cette armoire le jour où j'ai perdu toute espérance de changer le monde. Oui, mais il ne suffit pas d'espérer, Pedro, pour changer le monde. On est d'accord, mais le monde ne va ni mieux ni pire depuis que je vis dans cette putain d'armoire. Oui, mais personne ne sait que tu habites dans ce putain d'armoire. Oh, parce que tu crois que certaines personnes savent que certaines personnes veulent changer le monde. Je n'ai pas compris, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu penses qu'il y a des personnes qui savent qu'il y a des personnes qui nous voulons changer le monde? Qu'il y a des personnes, qu'il y a des gens qui voient, qu'il y a des gens qui veulent... Mais oui, mais tout se sait, il y a plein de gens qui veulent changer le monde, Pedro. Plus qu'on croit. Hein. Oui, tout se sait. Oui, finalement, la vérité est plus haut que la lune. Ça, c'est le poète qui l'a dit. Mais oui, si, je sais qu'il y a pas mal de gens que je connais qui... L'heure qu'il est. Oui. Maman va se fâcher. Tu sais, je vis toujours avec ma mère. Ah, c'est une femme formidable. Ça m'a permis de continuer mes études. Et c'est en partie grâce à elle que j'ai eu mon doctorat. Tu connais le titre de sujet de thèse que j'ai défendu? Non. Culture marginale. Mais c'est là un très mauvais caractère. Et chaque fois que je suis en retard, elle se met à... Un problème d'âge, tu sais. Les femmes... Écoute, merde, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai quelque chose pour toi. C'est pas vrai. À fumer ou non? Un cadeau? Un cadeau? Un cadeau. Génial. J'adore les cadeaux quand c'est pas mon anniversaire. Ah, quelle surprise. Bien. Je vais te laisser Oui. 3 de mes ouvrages. Celui-ci a comme titre Le mythe. Ah oui, le mythe, oui. Cet autre, réalisme et socialisme. Et puis, le tout dernier, encore tout chaud, le peuple, où est-il? Bonne lecture, maître. Dans ces 3-là, il y a matière. Pour ton prochain spectacle, tu peux t'inspirer, tout ce que tu veux. Mais, tu sais, j'ai une question qui me passe par la tête. Tu sais déjà comment tu vas traiter ton prochain spectacle? Oui, je parlerai seulement du dernier jour d'Allende. Génial, maestro! Comme ça, tu vas t'éviter des tas de problèmes. Il faut que j'aille. Hein? Oscar, oui. Je pense te voir d'ici 3 jours. Hein? Tu me diras ce qu'on pense de mes ouvrages. Oui. J'aurai même le plaisir de te les dédicacer. Hein? Je serai honoré. Allez. Oscar. Oui. N'aie pas de mauvaises pensées. Je vis toujours avec ma mère, certes, mais je continue à être un homme de gauche. Oscar! Oui. Maman n'est pas là! Et j'ai un ballon! De foot? De foot en cuir! C'est pas vrai. Oui! De la mondiale! On va jouer. Mais tout le temps! Oh, t'as joué. Regarde.
Oscar. Oscar, tu as oublié que nous avions rendez-vous? On devait même aller chercher Oscarito à l'école. Oh, il a dû tellement grandir depuis le temps que je ne l'ai pas vu. Oscar! 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 Oscar, où es-tu? Tante Anita est descendue du ciel pour te voir et elle n'a pas beaucoup de temps. Oscar! Oscar, c'est comme mon fils. Depuis la disparition de Julieta, j'ai décidé de m'occuper de lui, comme une vraie mère. Je l'aime beaucoup. Oscar! 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 Mais où est-ce qu'il a bien pu aller se fourrer? Oscar! Ah, je sais, il est peut-être dans la chaudière. Dans la chaudière? Oui, vous savez ma tante, parfois il passe des heures enfermé dans la chaudière à observer son fonctionnement. Oscar! Il a toujours été très curieux, mais bon, dans la chaudière quand même. Oscar! Oscar, où es-tu? Oscar! Tatanita! Mais qu'est-ce que tu faisais dans l'armoire? Ah oui, j'étais dans l'armoire. Nous avions rendez-vous aujourd'hui. Tu l'as oublié? Bon, on s'était planifié toute la journée ensemble. Merde. On avait même décidé de finir dans un tête-à-tête avant de se séparer. Tu l'as oublié? Excuse-moi, Tata, mais c'est la tête à gire. Figure-toi que j'ai perdu deux choses dans la cave. Dans un de ces cartons, je la cherche. Partout, je ne la trouve pas. Je ne sais pas en quel carton je l'ai laissé. Et tu cherches quoi en particulier? La loyauté La loyauté. est ma principe. Et tes principes. Et j'ai regardé une soir ici dans la cave. Et maintenant, pour écrire le prochain spectacle, j'ai vraiment besoin. Attends. Tu sais pourquoi, Tata? Parce que l'homme et la vie changent. Regarde-moi. Moi, j'ai changé. Ah oui? Mais toi aussi, t'as changé. Ah oui, moi aussi. Oui. Mais tu sais, Tata, on change pour devenir les mêmes. Et parce qu'on est les mêmes qu'on change. Parce que tout ce que tu changes. Si tu ne changes pas, tu ne seras pas le même. Tu me suis? Oui. Oui, oui. Oscar, pourquoi est-ce que les hommes, quand ils pensent à leur passé, ils deviennent nostalgiques? Tu sais, nous, au ciel, on est très heureux quand on pense à notre vie sur Terre. Oscar, tu te souviens du carnaval de San Benito? Ce carnaval qui durait une semaine, où l'on dansait pendant une semaine. Il y avait le facteur Nelson, le facteur aveugle qui n'arrêtait pas de danser. Et ta mère, Julieta, qui dansait avec Mariano, mon mari. Oh, c'était formidable. Oscar, tu m'invites à danser.
temps passe avec nous. La rose passe. La mer prend congé. La terre passe de l'obscurité à la lumière. Et vous et nous passons, tous des passagers. Prends soin de toi, Oscar. Au revoir. Salvador Allende, reprenons son histoire. Regardez le marché, modeste vers la gloire. Sans cesse il prend des coups, sans cesse il se relève. Militant socialiste, il n'a jamais de trêve. 3 fois il se présente à la place première. 2 fois il est battu, il gagne à la dernière. Premier marxiste élu, démocratiquement, président de son peuple, ouvrier, paysan. Premier exemple au monde d'un tel événement. Compagnero Allende, Oui. c'est le camarade Olivares qui souhaite vous voir. Ah, qui passe. Oh, compagnie Allende, je vous apporte les résultats des dernières élections. En 1958, il se présente pour la première fois. Ils sont encore partiels, mais malheureusement, il y a une orientation qui tente à se confirmer dans tout le pays. On a perdu Olivares, on ne peut pas le contester. Mais dans la voie de région, on a gagné quand même. Hein? On a gagné dans toutes les régions ouvrières, comme celle du nord du pays. Séminaire du Nord. Et aussi dans le sud. On arrive en premier dans les mines de charbon de Lota et en région australe, de très bons résultats. Mais on perd dans les grandes villes. Et les femmes, comment ont-elles voté? On ne peut pas dire qu'elles se soient déplacées en masse pour aller voter pour vous. C'est ça mon problème. J'ai jamais su me comporter avec les femmes. Ça, tous les hommes rencontrent le même problème. Bon, on va faire un brindis parce que les échecs, c'est fait aussi. Je ne comprends pas pourquoi on a perdu. Il y a pourtant davantage de pauvres que de riches. Et les pauvres ont tout intérêt à voter pour nous. Les pauvres n'aiment pas être pauvres, voilà tout. Chacun d'eux espère secrètement qu'un jour il deviendra riche. Et ce jour-là, ils ne voudront pas qu'un pauvre vienne lui prendre ce qui est à lui. On va faire un brindis pour un vieux copain à moi. Giuseppe s'appelait. C'était un anarchiste italien. Un anarchiste italien. Giuseppe disait toujours que tout échec, c'était une étrange victoire. Santé! C'est vraiment très étrange alors comme victoire. Pas si étrange que cela. Comment gagner une campagne sans argent, sans moyens, sans publicité? Sans accès à la presse ni à la radio? Non, 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 trop de facteurs sont contre nous, voilà. Impossible de gagner dans un système démocratique bourgeois comme celui-ci. Les dés sont pipés. On n'aura jamais accès au pouvoir, sauf si on utilise la force. La force, c'est une forme de combattre parmi les autres. Pour moi, toute forme de lutte qui amène une paix sociale juste et durable est bonne. Pour le moment, ce qui me sert le mieux, c'est celle de l'élection et le suffrage universel. Parce que moi, je suis persuadé que je peux être élu comme ça. En 1964, il se présente pour la 2e fois. J'ai encore perdu, là. Mais de peu. La 3e sera la bonne, je vous le dis. Impossible de gagner avec une telle campagne de presse si haineuse et honteuse. Si Allende est élu, Oui. les enfants, filles ou garçons, seront envoyés en Russie. Ils rentreront déjà adultes, sans aucun souvenir de leurs parents ni de leur famille. Et ils seront disposés à tuer afin d'imposer une pensée satanique qui nie l'existence de Dieu. Le journal El Mercurio. Malgré sa propagande, la 3e était la bonne et j'étais élu président de la République.
Compañeros, no es el paraíso el que les propongo. Lo que les propongo es el trabajo revolucionario. Un camino que nos llevará a una especie de paraíso, de justicia y paz social. Dès qu'il est installé, la droite se déchaîne, ne pouvant supporter qu'on ait brisé ses chaînes. Tous les moyens sont bons pour assouvir sa haine. Déjà, elle assassine un homme des plus loyaux, le commandant en chef de l'armée régulière, complice de l'Amérique menée par Kissinger. Elle échafaude un plan pour ses sombres desseins, mettre l'équipe élue et Salvador à bas, sous les coups de Nixon et de la CIA. Les capitaux chiliens pour cette cause affluent. Des étudiants fantoches sont lancés dans la rue. Des bourgeoises repus tapent sur leurs casseroles. Rien n'y fait. République résiste à ces guignols. Alors, pour la tuer, il faut un coup d'État. Augusto Pinochet, le général félon, en qui le président avait mis sa confiance, prend la tête et le corps de cet affreux Cuba. Allende qui voulait, par le seul esprit vaincre, les puissances malfaisantes des armes et des finances. Allende qui voulait pacifiquement convaincre. Attention, Salvador, à la sédition et à la... Arrête, il ne faut pas être si exagéré, Olivares. Tu sais, je suis sûr que va être le peuple qui va défendre le gouvernement parce que c'est le gouvernement. Mais avec quoi? Avec passion, Olivares. Mais la passion ne suffit pas, Salvador. Oui, je sais. Tu sais que j'ignore tout ce qui se joue dans l'ombre depuis le début. J'ai toujours su ça. Mais c'est peut-être là, mon destin. On peut échapper à son destin, Olivares. Avant mon élection, avant qu'elle ne soit pas acceptée pour le Parlement, je savais que tout cela ne pouvait pas durer très longtemps. Je savais qu'en l'année 1970, Kissinger avait dit à propos du Chili: il faut à tout prix empêcher un pays de virer au communisme à cause de l'irresponsabilité de son propre peuple. Je savais que déjà en l'année 1964, la CIA avait financé le Parti conservateur et la démocratie chrétienne. L'extrême droite crache sur Allende. ITT, Pepsi-Cola et la Chase Manhattan Bank crachent sur Allende. Les ligues contre l'avortement crachent sur Allende. J'ai parlé avec Donald Kendall, le président de Pepsi-Cola, avec David Rockefeller, de la Chase Manhattan Bank, avec le président Richard Nixon. Kissinger m'a dit Richard Nixon: Allende ne doit pas occuper ses fonctions électives, ne pas tenir compte d'un risque encouru, aucune implication de l'ambassade, 10 millions de dollars disponibles, plus si nécessaire. Travail à temps plein. Les meilleurs hommes que nous ayons. Faire crier l'économie. Interruption des aides et des investissements. 48 heures pour un plan d'action. Nixon l'a dit. Faire crier l'économie. Faire hurler l'économie. Affamer le peuple. Provoquer la fuite des capitaux. Boycott général du commerce. Affamer le peuple. Nixon donne carte blanche. Assécher la trésorerie pour empêcher le paiement des salaires. Cesser tout crédit bancaire au Chili. Arrêter immédiatement toute aide technique. Exercer des pressions pour fermer les caisses d'épargne. Envoyer la flotte atlantique des États-Unis en manœuvre dans le Pacifique Sud. Il est absolument essentiel que l'élection de M. Allende à la présidence
soit avorté. Mais les militaires chiliens sont traditionnellement neutres vis-à-vis du pouvoir politique. C'est vrai. À court terme, l'obstacle se ramène à une seule personne, le général René Schneider. Il doit être éliminé. Schneider doit être éliminé. En tant que chef de l'armée chilienne, il est fermement opposé à toute ingérence militaire dans le processus électoral. C'est pourquoi, en ce jour du 18 septembre 1970, la Maison-Blanche décide que le général René Schneider doit être écarté. Il doit être écarté. Allende doit être renversé par un coup d'État. C'est dans notre esprit une politique ferme et persistante. Il serait préférable de loin que cela aboutisse avant le 24 octobre. En effet, le 22 octobre 1970, le gang du général Roberto Vio, financé par le gouvernement des États-Unis, assassine le général René Schneider. Eh oui, René Schneider a eu la témérité de résister. Nous voulions juste l'enlever, il a résisté, tant pis, il a fallu le tuer. Mais j'étais déclaré président de la République quand même. Il est cuivre et les salaires du peuple. Un salaire confisqué depuis toujours pour la haute bourgeoisie, les multinationales. On a commencé pour nationaliser les mines de cuivre avec une loi approuvée pour la gauche, qui est tout à fait logique et normale, mais aussi pour la droite, qui s'est vue dans l'obligation d'apporter son soutien. C'est ça qu'il faut faire, Olivari, des lois pour contraindre à la droite une solution possible. Voter pour, parce que tout ce qu'on fait, c'est bénéfique pour tous les pays. Alors, je te dois dire autre chose. Après un an de gouvernement de l'unité populaire, tous les indices de l'économie sont excellents. Cette nationalisation du cuivre signe la fin d'Allende. Nous allons tout faire pour déclencher une véritable guerre civile. Pas question de laisser passer. Déclencher une guerre civile. Nous allons perdre le Vietnam. Pas question que le Chili, ce poignard de nos Pacifique, ne devienne maintenant un deuxième Cuba. Toute l'Amérique latine est sous contrôle. Partout, en Amérique latine, des régimes autoritaires font barrage à toute velléité socialiste. Pas question que le Chili, de cette merde d'Allende, donne l'exemple aux autres. Pas question de ce bordel. Pas question. On va les faire crever dans une guerre civile, ces jeunes marxistes. Pauvre Amérique latine, si loin de Dieu et si près des États-Unis. Demain, j'appellerai à un référendum. Sera le peuple qui décidera de son avenir. Je sais que... Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, toi, Salvatore? Je suis président de la République du Chili, je suis dans une très mauvaise situation. Ça, c'est mal joué, Salvatore. Je te l'avais dit pourtant qu'il fallait se méfier de la bourgeoisie, hein? Si tu ne la prends pas comme un vampire qui se nourrit de la misère du peuple, tu ne peux pas la tracer, même pas la neutraliser. Avec le peuple, toi et ton gouvernement, vous avez créé des conditions historiques uniques, c'est vrai. Il fallait mener jusqu'au bout la logique de ces conditions. Au prix d'une guerre civile, non. Je pense qu'avec les dialogues, les conversations, je peux arriver à convaincre n'importe qui. Tout est une question de temps. Ecco, c'est une question de temps. Surtout lorsqu'il s'agit d'une bête sauvage comme la haute bourgeoisie. Pour la dompter, il faut te transformer en dompteur de force, mon vieux. Et en temps voulu, tu sais, dans une partie d'échecs, les temps perdus ne se récupère pas. Erreur tactique, Salvatore. La stratégie était bonne, mais tactiquement, t'as sous-estimé la violence de la bourgeoisie, sa hargne, sa férocité. Être légaliste, jouer le jeu, c'est bien, mais t'as oublié. Ils trichent et ils changent les règles en plein milieu de la partie sans état d'âme. Tu sais bien pourtant ce que fait le fascisme à l'œuvre. Historiquement, les exploiteurs ont toujours résisté. Et ils ont toujours fini par tuer pour défendre le système. Ils inventent une légalité, ils inventent un parlement, ils inventent une constitution. Mais dès que leurs propres institutions ne sont plus la garantie pour leur domination, que font-ils? Ils les détruisent. Le fascisme n'hésite pas à tout liquider lorsque les intérêts des riches sont menacés.
Il se jette contre les universités, les ferme, les écrase, il se jette contre le parti politique, le réprime, le persécute, il se jette contre les intellectuels, il se jette contre toutes les organisations syndicales et toutes les organisations culturelles. Un processus révolutionnaire enseigne au peuple en quelques mois, c'est vrai, ce qui pourrait prendre des années dans d'autres circonstances. Mais il y a une question. Qui apprendra plus et plus vite? Qui prendra plus conscience et plus vite? Les exploiteurs ou les exploités? Qui prendra plus conscience dans le courant même du processus? Le peuple ou les ennemis du peuple? Je ne suis pas sûr que ce soit le peuple, Salvatore. Pourquoi? Parce que l'expérience qui entre les exploiteurs et le système social a des années d'expérience de ce qu'est l'exploitation. Et ils ont accumulé des connaissances, ils ont accumulé des techniques de toute espèce pour agir face à la rébellion. Et la masse du peuple, qui n'a pas cette expérience du pouvoir, qui n'a pas ces connaissances, qui n'a pas ce savoir-faire, aborde l'affrontement avec de l'autre côté toutes les techniques et toutes les connaissances accumulées. Je te le dis, Salvatore, je te le dis franchement, que l'apprentissage de la partie opposée a été bien plus rapide que l'apprentissage des masses. Mais l'essence de la politique, Giuseppe, c'est d'unir, pas de diviser. Et ma conception, il faut rassembler pour organiser, partager, responsabiliser. Hein? Pas question de dresser les uns contre les autres, pas question de faire couler les sangs de mon peuple. Je te dis, avec les conversations, les dialogues, j'y arriverai à bout de mon adversaire. C'est un adversaire brutal, Salvatore. Tu ne peux pas dialoguer avec lui, il faut l'écraser, c'est tout. Pas composer avec lui. Tu aurais dû dissoudre le Parlement après la victoire municipale d'avril 71. Je n'ai pas voulu utiliser mon tu ne peux pas utiliser mon pouvoir de censure, calmer les esprits, pas les enflammer. C'est vrai, calmer les esprits, s'appuyer sur la solidité des institutions civiles et militaires, la force morale, l'appui politique, la réserve morale qu'il a mon gouvernement sont considérables, suffisants pour garantir qu'en toutes circonstances, le processus révolutionnaire puisse se poursuivre. L'inertie du vieux régime, les obstacles, la puissance de l'intervention de l'étranger sont aussi considérables, Salvatore, et c'est eux qui cherchent l'affrontement. Mais tu sais pourquoi, Giuseppe, je n'ai pas une autre alternative que de suivre le processus démocratique, institutionnel, à cause de l'armée. Son rôle est central. Il est divisé entre putschistes et légalistes. Si l'affrontement est provoqué par l'extrême droite, il est probable que quelques militaires se rendent de nos côtés. Mais si le peuple devait prendre les armes, il trouvera en face de lui une armée unie pour défendre l'ordre institutionnel. Et le peuple sera écrasé à coup sûr. Et que fais-tu de sabotage, des actes de terrorisme, de marché noir et puis de boycott de l'industrie? Les cordons industriels peuvent mobiliser du jour au lendemain des centaines de milliers de travailleurs du nord au sud du pays, sans compter avec les Indiens Mapuche, fervents défenseurs de la réforme agraire. Tu ne veux pas voir couler le sang des Chiliens dans la rue, Salvatore. Mais il coule à flot. Depuis un an, il coule à flot, et c'est le sang des plus pauvres, le sang des travailleurs qui se font massacrer sans discernement. Le fascisme terrorise le peuple pour le faire perdre confiance et puis lui écraser à la fin. 800 000 personnes ont défilé ce 4 septembre 1973 pour te dire qu'ils sont avec toi, qu'ils veulent que la révolution continue, qu'il leur faut des armes. Ce soir-là, Salvador était étrange, comme s'il parlait à un autre lui-même. On s'est quitté. Il est rentré seul chez lui. Le lendemain, le 11, on allait être à nouveau ensemble, et ce, jusqu'à la fin de cette tragique aventure. Maestro, je te souhaite
une bonne nuit et des doux et beaux rêves. J'étais en train de penser une chose. Hein? Mets les lunettes. Je vais voir un truc avec toi. Hein? Oui. On dirait Allende. Non, Je te jure. Tu te mets le moustache un peu plus blanc là, hein? Et le personnage arrive. Tiens. Ah, maestro, tu sais, ça vient de sortir. Je pense toujours à toi, tu sais. Voilà les discours d'Allende. Lorsqu'il était candidat au président, et tous ces discours lorsqu'il était président. Ils peuvent peut-être vous être utilité, je pense, non? Oui, merci. Ok. Ciao, compadre. Ciao, maestro. J'aime énormément le dernier discours de Salvador Allende qu'il a fait à la radio, au milieu des bombes. Je ne l'oublierai jamais. Il a dit « D'autres hommes surmonteront ce moment gris et amer où la trahison prétend s'imposer. » Des autres hommes. Vous savez, moi, j'ai jamais pensé que moi, je pouvais faire partie de ces hommes. Tous les matins, je me réveille avec l'espoir de les trouver regroupés dans la rue. Je rêve d'ouvrir ma fenêtre et les attendre dire « Oscar, nous sommes là! Maintenant, nous partons à surmonter ce moment gris et amer et après, on revient te voir. » Et puis il a dit aussi, placé dans ce moment historique, je paierai de ma vie la loyauté du peuple. Mais c'était qui le peuple? C'était moi le peuple? C'était les autres le peuple? On était tous le peuple. Parce que si on était tous le peuple, je peux vous dire que dans le peuple, il y avait une quantité énorme de fils de pute qui ne valait pas la peine de mourir pour eux. J'ai trouvé. Vous avez trouvé ce que vous aviez perdu? Que la beauté règne toujours et pour toujours. Quels sont les devoirs de l'homme envers ses semblables? Et l'homme est seulement un engrenage de l'agglomération sociale. C'est pourquoi sa vie doit être à son service, c'est-à-dire au service de ses semblables. Que la force ne soit jamais violence. Quels sont les devoirs de l'homme envers lui-même? Celui d'organiser son existence en accord avec une conception claire de ses obligations, ses devoirs et ses droits, qui sont sujets aux droits et devoirs des autres. Que la sagesse soit source de progrès. Quelle mémoire désirez-vous laisser de vous-même à la fin de vos jours? Celui d'avoir accompli l'obligation que je me suis imposée, d'avoir été utile à la société en travaillant chaque jour à son perfectionnement spirituel, moral et matériel. Ce n'est pas mon testament, c'est celui d'Allende. Il l'a écrit le 14 novembre de 1935. À 27 ans. À 27 ans. Oui, à 27 ans. C'est Montparnasse! Montparnasse? Oui, Montparnasse, vous vous souvenez? Il veut se manger de vous. Monsieur Castro! Ah merde! Monsieur Castro! Monsieur Castro! Vous voilà, enfin! Vous vous cachez, c'est ça? Mais à moi, on ne m'échappe pas. Je suis le docteur Montparnasse, médecin légiste, et l'administration du théâtre m'a envoyé pour venir vous voir. À quel sujet? Je ne suis pas malade. Je le sais que vous n'êtes pas malade. Vous êtes mort. C'est beaucoup moins grave. Mort, moi?
C'est la vie, mourir et laisser vivre. D'autres générations vont réussir là où vous avez échoué. Il faut en finir avec vos vieilles histoires. Les jeunes aussi ont leur idée de la révolution. Les jeunes ont l'idée de la révolution. Là où vous me faites rire, que je sais pas. Je ne suis pas là pour venir discuter avec vous. Vous avez fait votre temps. Et je ne suis pas disposé à vous laisser une minute de plus. Ah! Misérable! C'est là que tu m'as caché toutes ces années, oubliées, dans ces cartons. Là! Celui-là! Là! Oublié! Mais prenez quelques affaires utiles pour votre voyage. Le chemin est court. Le cimetière est juste à côté. Le corbillard, c'est une Mercedes, décorée de violettes, vos fleurs préférées. Calmez-vous! Qu'est-ce que se passe ici, mon Dieu? C'est le théâtre, Pedro, du théâtre! Du théâtre! Je vous l'avais dit, le créateur n'oublie jamais ses créateurs. Oscar, regarde ce que j'ai trouvé. Une photo de nous deux dans un journal de l'époque. Je l'ai fait une photocopie. Tu te souviens? Une scène mémorable. Ça fait plus de 30 ans, mon ami. Oui, c'est nos tournées pour les petites villes du sud du pays. Oui. Tu te souviens de l'air ahuri qu'avaient ces paysans qui n'avaient jamais vu une pièce de théâtre de leur vie? Oui, et après on allait manger chez eux et on partageait leur culture et notre culture. Pas de nostalgie, Max. Pas de pleurnicherie. Le passé est le passé. Même s'il fut magnifique. Je suis là pour récupérer un présent que nous avons volé en 1973. Le feu et la tendresse. La parole et la nuit. Le travail et la rage. L'ombre et la terre. L'amour et la mort. Voilà des vraies raisons pour continuer le combat. 10h15. Le président Allende réunit ses collaborateurs et demande à tous ceux qui n'ont pas d'armes ou qui ne savent pas s'en servir de quitter la Moneda. Lui prendra les armes. À la mitraillette, il combattra. Il restera dans le palais. Son devoir, dit-il, est de défendre la légalité républicaine. Il assume, dit-il, pleinement ses actes. Et il porte volontairement la responsabilité de son engagement. Oscar, j'exige un rôle protagoniste dans ton prochain spectacle. 10h30. Allende parcourt le point stratégique de la Moneda. Il prend le temps de parler avec chacun des combattants. Il leur dit sa reconnaissance pour être resté jusqu'au bout à défendre le gouvernement. Parce que vers la fin, Allende, il est très seul, n'est-ce pas? 11h, le combat commence. On est toujours seul dans les moments importants. Chacun ses amours, chacun ses combats. 11h30, l'aviation crible de bombes le palais présidentiel. 2 longues heures de combat s'engagent entre une armée de blindés appuyée par l'aviation contre une vingtaine d'hommes armés de fusils et de pistolets fidèles au président. 13h30, Allende réunit les combattants. Il leur dit qu'ils peuvent se rendre, car ils ont résisté avec courage à toute une armée fasciste. 13h45. Tous descendent avec un drapeau blanc par un escalier qui donne sur une rue latérale. Allende profite de la confusion pour retourner à son bureau. Allende retrouve son ami Olivares, mort, la mitraillette à la main. Qu'est-ce qu'ils disent, les coquillages? Un peuple qui ne fait pas de justice à ses morts, c'est un peuple maudit. Et un peuple maudit n'a pas de futur. Allende meurt trahi dans son palais fatal. Salvador n'est plus en vie. Par sa mort, Allende ne mourra jamais. Il vit tel un brillant fanal, lumière de l'esprit qui affronte le mal. Il éclaire pour longtemps la route des exploités. Déjà de son vivant, il a tracé des voies. En nationalisant la richesse du pays, le cuivre au bénéfice du peuple du Chili. En ouvrant aux ouvriers les universités. En distribuant la terre à celui qui la travaille. Développant les ailes de toutes les libertés. Entonnons tous ensemble la chanson Vaille que vaille, du héros sacrifié dont le destin tragique ouvrit au monde entier une voie magnifique. Salvador Allende, ce nom résonne en nous.
Salvador Allende, ce nom résonne pour vous. 14 heures. On retrouve Salvador assis à son bureau du Salon Independence. Salvador n'est plus en vie. Mitrailleuse entre les mains, une rafale lui a transpercé le cerveau. Suicidé ou exécuté? 14h30. Enveloppé dans un poncho indigène, le corps de Salvador est évacué de la monnaie. Compatriotes, ce sera sûrement la dernière occasion de m'adresser à vous. Les forces aériennes ont bombardé les antennes de Radio Portales et Radio Corporation. Probablement, Radio Magallanes sera étouffée à son tour, et le métal tranquille de ma voix ne vous parviendra plus. Qu'importe, vous continuerez de l'entendre. Je demeurerai toujours auprès de vous, et du moins, vous conserverez de moi le souvenir d'un homme digne qui resta loyal aux travailleurs. Travailleurs de ma patrie, j'ai foi dans le Chili et dans son destin. D'autres hommes surmonteront ce moment gris et amer où la trahison prétend s'imposer. Mais sachez que plutôt que vous ne le pensez, se déploieront à nouveau les grandes avenues par lesquelles s'avancera l'homme digne pour construire une société meilleure. Vive le Chili! Vive le peuple! Vive les travailleurs! Ce sont là mes dernières paroles, et j'ai la certitude que mon sacrifice ne sera pas inutile. J'ai la certitude qu'il restera au moins comme une leçon morale qui châtiera la félonie, la lâcheté et la trahison. que dit au début, c'est dans mon demi-sommeil, la sonnerie du téléphone. Quelqu'un répond, j'attends. On frappe à la porte de ma chambre. Je suis assis sur mon lit. Je demande qu'est-ce qui se passe. Me répond un appel urgent. Ce soir, avec nous, il a et l'autre, oui, je suis ému, pardon, je suis ému parce que l'homme qui a frappé la porte, Allende, est là. Qu'elle venait me voir plusieurs fois, que je ne me souvenais pas de lui. C'est quelque chose qui m'a ri souvent. Mais je commençais à demander si toutes les choses qu'on racontait, quel côté de vérité il a. Parce que maintenant, je veux savoir plus comment ça passé. Parce qu'il y a en face de moi l'homme qui a frappé la porte de la chambre d'Allende en ce moment que tout le monde dit
Un jour, on va être tous ensemble là-haut. Et là, on va se raconter tout comment était vraiment l'histoire. Hein? Pour le moment, on le fait à la poésie et à la chanson. Mes amis, tout le monde ici invité al chile con carne de la maison et à continuer à chanter parce que la vie est belle. Merci.